Voici le deuxième cours sur l'introduction des nombres complexes, ou plutôt les manipulations basiques des nombres complexes. Donc, dans une première partie, je rappelle qu'on avait vu la définition d'un nombre complexe, sa partie réelle, partie imaginaire, le conjugué. Le lien entre toutes ces notions, hein, ce qui est essentiel, c'est le lien là. Tac, celui-là. Et puis, euh, si les propriétés de la conjugaison. La conjugaison marche bien, entre guillemets, fonctionne bien avec toutes les opérations, produit, addition, et la partie réelle seulement avec, ou la partie imaginaire seulement avec l'addition et surtout pas le produit. Maintenant, on va introduire une notion qui s'appelle le module. C'est aussi une notion aussi importante que la partie réelle, partie imaginaire, que le conjugué, et qui va s'appuyer sur l'exemple 4, sur cette propriété-là. Donc, si je prends x, la partie réelle, y, la partie imaginaire, si je regarde bien, z bar, ça fait x carré plus y carré. Puisque j'ai du a carré moins b carré avec b carré, b égale i, y. Donc on définit le module de z par racine de la partie réelle plus la partie imaginaire. Si je fais un dessin sur le plan d'Argan-Cauchy, tac, et que je place un point M d'affixe Z, sa partie réelle, c'est l'abscisse de ce point. La partie réelle de Z, c'est l'abscisse de ce point, donc c'est cette longueur-là. Si c'est négatif, c'est valeur absolue de cette longueur-là. Et la partie imaginaire, c'est l'ordonnée, donc c'est cette longueur-là. Cette longueur-là. Et si je regarde cette longueur-là au carré plus cette longueur-là au carré, ben j'ai un triangle rectangle. Donc j'ai un théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré égale cette longueur-là au carré. Donc module de z, c'est racine de cette longueur-là au carré plus cette longueur-là au carré. C'est la longueur OM. Et voilà. Donc on a un dessin un peu mieux fait sur la présentation. Ici, par théorème de Pythagore, la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, ça me donne la longueur OM. Donc à chaque fois, je dois garder en mémoire que le module de z, eh bien, c'est une longueur. Alors, sur le module, j'ai quelques propriétés rapides. Les démonstrations sont à savoir en exercice. En fait, c'est des exercices simples de manipulation. Donc, c'est bien comprendre les objets complexes. Donc, c'est des très très bons exercices que je mettrai sûrement en démonstration de cours en colle. Le premier, c'est l'exercice 4. C'est ZZ bar, c'est Z bar Z, et c'est le module de Z au carré. Le deuxième, c'est dire que le module de Z, c'est réel positif, c'est une longueur. Que si Z est réel, le module, ça correspond à la valeur absolue. Le quatrième, c'est que le module de Z bar, c'est le module de Z. Le cinquième, c'est que le module d'un produit, c'est le produit des modules. Dire qu'un module égale à 0, c'est équivalent à dire que Z égale 0. Et puis le 7, je crois que c'est le 1 dit différemment. C'est-à-dire qu'il faut que je le sache et dans ce sens-là et dans l'autre. Je crois que je l'ai supprimé du polycopier. Et enfin, un cas particulier qu'on ne pense pas forcément exploiter, c'est dire que si module de Z égale 1, Z bar, c'est 1 sur Z. Donc exercice simple à savoir comme démonstration. Et ce qu'il faut avoir toujours en tête derrière, c'est l'interprétation graphique. Donc, allons-y, démontrons-le. Et regardons l'interprétation graphique. Donc ici, j'ai mon dessin, partie réelle, partie imaginaire. Je regarde la première. Premièrement, la démonstration commence par pour tout complexe. Donc j'ai introduit mes deux complexes, soit ZZ' de complexe. Pour la première, la définition du module est définie seulement à partir de la partie réelle, partie imaginaire. Donc j'introduis mes notations. X partie réelle et Y partie imaginaire. Donc je regarde, je calcule maintenant ZZ bar. ZZ bar, c'est X plus Y facteur de X moins Y. J'ai du A carré moins B carré. Enfin, j'ai du A moins B facteur de A plus B, pardon, facteur de A moins B. Donc ça fait A carré moins B carré. Le I carré valant moins 1, ça me fait X carré plus Y carré, c'est-à-dire module de Z au carré. Donc la première est très simple. Interprétation géométrique, module de Z, c'est la longueur web. La deuxième, comme c'est une longueur, c'est forcément positif. Autre façon de le montrer, c'est de se dire X carré est un réel positif, Y carré est un réel positif, donc module de Z au carré est un réel positif. Donc racine d'un nombre réel positif a bien un sens et c'est un réel positif. Hop. Troisième point, si Z est réel, si Z est réel, sa partie imaginaire est nulle. Donc Y et sa partie imaginaire nulle. Donc
z égale x, donc le module de z, c'est racine de x carré plus 0 carré, donc racine de x carré, ça fait valeur absolue de x, c'est-à-dire valeur absolue de z. Donc ici j'ai le module, la définition du module, ici j'ai la valeur absolue. Ensuite, le quatrième point, le module de z bar égale le module de z. Bah oui, ça paraît cohérent, puisque module, le point m' d'affixe z bar, c'est le symétrique de ce point-là par rapport à l'axe x. Donc la longueur ici, c'est la même que la longueur ici. Pour le démontrer, je peux soit passer par partie réelle ou partie imaginaire, mais il m'a semblé plus simple de passer par ce qu'on a démontré en petit 1 et l'écriture zz bar. Donc j'utilise le module de z bar au carré, c'est z bar, et fois le conjugué de z bar. Donc z bar fois z bar bar. Mais le conjugué du conjugué, c'est lui-même. Donc c'est z bar fois z, c'est donc module de z au carré. Les deux nombres réels, module de z bar et module de z étant positifs, si a carré égale b carré, normalement a égale plus ou moins b. Et comme tout est positif, j'ai a égale b. Donc je précise le signe pour ne pas me planter. Démonstration d'après. Je le module de zz'. Si ici je prends partie réelle, partie imaginaire, je vais beaucoup m'embêter. Par contre, ce qui va très très bien marcher, c'est z et son conjugué. Donc, le module de zz' au carré, c'est ce nombre fois son conjugué. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Donc ça, on l'a déjà démontré, je m'appuie dessus. Puis ensuite, je réunis les termes. Donc ça me fait zz bar fois z', z' bar. Donc c'est le module de z au carré fois le module de z' au carré. De même qu'avant, j'ai deux nombres réels positifs dont les carrés sont égaux. Donc ils sont égaux. Parce qu'ils sont positifs, je précise à chaque fois. Module de z égale 0, équivalent à z égale 0, bah c'est évident. Hein. Si module de z est cette longueur-là, si la longueur OM est nulle, bah ça veut dire que le point M est en haut, c'est-à-dire que le complexe z est nul. Pour le démontrer, je vais repasser par la partie réelle, partie imaginaire. Si le module de z égale 0, j'ai la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré égale 0. Or ici, j'ai deux nombres réels positifs. Donc si j'ai deux nombres réels positifs qui sont nuls, dont la somme est nulle, bah, j'ai forcément les deux qui sont nuls. Pourquoi? Bah parce que si j'en avais un qui était strictement positif, la somme serait strictement positive. Donc les deux réels sont nuls et donc z égale 0. Ça c'est un sens. Si module de z égale 0, alors z égale 0. Et j'ai oublié de vous présenter la réciproque, puisque ce qui est demandé en 6, c'est une équivalence. Une équivalence, c'est deux sens. Donc si z égale 0, alors son module est nul. Géométriquement, c'est très clair. Par le calcul, c'est presque plus dur à rédiger. Donc, la démonstration, on l'a fait une fois. Ensuite, on utilise le résultat et je garde en tête l'interprétation géométrique. Le petit 7, bah, sur mon polycopier, c'est le même que... Enfin, sur ma présentation, c'est le petit 1. Et enfin, le dernier point, si module de z égale 0, bah, comme le module de z au carré... si module de z, pardon, égale 1, le module de z au carré égale aussi 1. Et le module de z au carré, c'est zz bar. Bah, du coup, z bar égale 1 sur z. Voilà, donc ça se fait très très simplement. Exemple, bah, il va falloir calculer le module des nombres complexes suivants. Donc soit le plus simple, c'est d'utiliser le module, c'est la racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, si je peux l'exprimer facilement. Et sinon, c'est d'utiliser les propriétés d'au-dessus. Donc ici, par exemple, le petit z1, ça se fait très facilement. Tac, je regarde. Voilà. Z1, c'est 1 plus i. La partie réelle, c'est 1. La partie imaginaire, c'est le réel qui est devant i, donc c'est 1. Donc, module de z, c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré, c'est racine de 2. Maintenant, si je regarde z1 bar, c'est 1 moins i. Module de z1 bar, c'est racine de la partie réelle, c'est-à-dire 1 au carré, c'est-à-dire 1 au carré, plus la partie imaginaire, ici, elle est égale à moins 1. Moins 1 au carré égale racine de 2. Donc ça, c'est simple. L'exemple 5, il est à faire. Le but, c'est que ça devienne mécanique, facile. Celui qui risque d'avoir un petit peu plus de calcul, c'est celui-là. D'accord? Il est là pour vous obliger à calculer. Le module, ça va me permettre de trouver l'inverse. Tout nombre complexe non nul possède un inverse et je peux calculer la forme algébrique de l'inverse très très facilement. L'inverse de z, bah, c'est z bar sur module de z au carré.
En fait, pour pouvoir trouver l'inverse, je prends la fraction 1 sur z et je multiplie en haut et en bas par z bar. La preuve que c'est l'inverse, bah, je fais ici z fois module de le conjugué z sur module de z au carré, ça fait zz bar sur module de z au carré, c'est-à-dire module de z au carré sur module de z au carré, c'est-à-dire 1. D'accord? Donc ça, c'est à retenir. Tac. Ce qui est important, c'est le savoir-faire. Par exemple, euh, exemple 6. Donc si je regarde 1 sur 1 plus i, je multiplie en haut et en bas par le conjugué. Le conjugué de 1 plus i, c'est 1 moins i. Donc ça me fait 1 moins i sur 1 plus i facteur de 1 moins i. En fait, cette étape-là, je ne la mettrai pas. Ce que je vais mettre tout de suite, c'est que c'est 1 moins i sur, ici j'ai zz bar. Zz bar, je sais que c'est module de z au carré. Donc c'est partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Ça me donne donc 1 demi moins 1 demi de i. D'accord? De même, si j'ai l'inverse, ou un autre exemple, j'ai 5 facteur de 1 plus i divisé par moins 3 plus 4i. Et bien pour faire ceci, je fais toujours la même chose. Je multiplie en haut et en bas par le conjugué. Donc je vais le faire directement sans l'étape entre parenthèses. Ça me fait 5 facteur de 1 plus i. Le conjugué de moins 3 plus 4i, c'est moins 3 moins 4i. Donc facteur de moins 3 moins 4i divisé par zz bar, c'est-à-dire le module au carré. Donc ça me fait 9 plus 16. Moins 3 au carré, 9. 4 au carré, 16. D'accord? C'est-à-dire, je continue mes calculs, ça me fait 5 divisé par 25, bien sûr je simplifierai, facteur de, il me reste ça à développer. Je rappelle que je fais la partie réelle d'abord, donc ça fait moins 3, 1 fois moins 3, moins 3, i fois moins 4i, ça fait moins 4i carré, donc ça fait plus 4. Plus i facteur de moins 3, i fois moins 3, moins 4, i fois 1, donc j'ai moins 4. C'est-à-dire, moins 3 plus 4, ça fait 1. Et en facteur, j'ai 1 cinquième. Plus moins 3 moins 4, ça fait moins 7 cinquième de i. Et voilà, j'obtiens ici la forme algébrique de ce quotient-là. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un réflexe à savoir par cœur. Savoir calculer le module pour pouvoir calculer des inverses. Donc je vous en ai mis en exemple 6. L'exemple 7, eh bien, c'est du même type. Donc vous terminerez l'exemple 6 pour la prochaine fois. L'exemple 7, c'est du même type. On vous demande de résoudre 2 plus i z plus 1 égale z moins 2i, qu'on va appeler l'équation E. Eh bien, pour résoudre ceci, je fais exactement pareil que quand j'ai des réels. Si je dois résoudre 3x plus 1 égale x égale 2x moins 5, qu'est-ce que je fais? Ben, je mets tous les x d'un côté, je factorise par x et je calcule, et tous les autres de l'autre et tous les termes de l'autre côté. Donc ici, ouais, je vais mettre un 5 ici. 5x moins 2x, ça me fait 3x égale moins 6. Et puis ensuite, je divise par 3 et ça me fait x égale moins 2. D'accord? Eh ben, je fais la même chose pour les complexes. E est équivalent à... Je mets tous les z d'un côté, ça me fait 2 plus i z moins z égale moins 1 moins 2i. Équivalent. On le fera en une étape la fois prochaine. Ici, je mets z en facteur, ça fait 2 plus i moins 1. Donc, c'est-à-dire 1 plus i z égale moins 1 moins 2i. De même qu'ici, il me reste simplement à diviser et j'ai gagné. Équivalent à z égale moins 1 moins 2i divisé par 1 plus i. Oui, mais je le veux sous forme algébrique. Je ne laisse jamais un complexe comme ça. Je vais donc multiplier par le conjugué, ce que j'ai fait avant. Donc c'est-à-dire moins 1 moins 2i
facteur du conjugué du dénominateur 1 moins i, ça fois son conjugué, c'est partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc c'est équivalent à dire que z, je vais terminer le calcul. Pareil, je développe en gardant la partie réelle, donc ça fait moins 1 plus 2i carré, donc moins 2, plus i, facteur de moins 2, plus 1 sur 2, égale moins 1 moins 2, ça me fait moins 3 demi, plus i sur 2. Et voilà, j'ai donc ma solution de mon équation complexe. Donc en fait, c'est pas plus dur que pour les réels. Je vous laisse faire l'exemple B tout seul. D'accord? Donc il faut absolument savoir manipuler les complexes, multiplier par en haut et en bas par le conjugué. Donc ça c'est exemple 6, 7. À faire pour la prochaine fois. Hop. Un corollaire de cette propriété, c'est la même chose que pour les réels. On verra que c'est pas vrai pour les matrices, mais pour les réels, c'est vrai. Si j'ai un produit de deux nombres complexes nuls, alors au moins un des facteurs est nul. Pourquoi? Eh bien, la preuve, elle est toute simple. Donc c'est preuve de la proposition 15. Soit, si j'ai un produit de complexe nul, donc je prends deux complexes tels que le produit est nul. Alors je dis que forcément, un des deux est nul. Bah, si z égale 0, alors j'ai un des deux termes qui est nul. Ok. Et puis sinon, z différent de 0, donc z possède un inverse. On multiplie par 1 sur z. 1 sur z, et alors? Et bien à ce moment-là, j'obtiens 1 sur z fois z fois z' égale 1 sur z fois 0, c'est-à-dire 0. Soit 1 sur z fois z, bah, ça me donne 1. Donc j'obtiens z' égale 0. Donc j'ai soit z égale 0, soit z' égale 0. D'accord? Donc ça, je vais pouvoir l'utiliser dans les complexes. Donc voilà, vraiment ce qui est important là, c'est le savoir-faire, savoir passer à l'inverse, savoir faire des quotients de nombres complexes. Propriété. Donc cette propriété-là, on la démontrera ensemble en cours. On prendra le même exemple que pour la proposition précédente, hein, on pense bien à introduire les notations. Ce qui est compatible avec le quotient, et bien le conjugué. J'ai dit que la conjugaison était compatible avec toutes les opérations. Le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués. Le module est compatible avec multiplication et division. Module de z sur z', c'est module de z sur module de z'. Les exercices sont vraiment très simples. Bien penser à introduire les notations, et puis ensuite c'est juste des définitions. Exemple 8. Exemple 8, c'est pour vous habituer à passer, à partir sur partie réelle, partie imaginaire, ou z et z bar. Donc l'exemple 8, c'est je cherche tous les nombres complexes z, évidemment ici autre que i, puisque sinon le dénominateur est tel que z sur z moins i soit réel. Résolution, bah, soit en prenant la partie réelle, partie imaginaire de z, soit en utilisant les propriétés de z et de son conjugué. D'accord? Alors, je vais vous faire les deux départs et vous terminerez. Donc sur feuille, hop, on y va. Exemple 8. Soit A, l'ensemble des points M, c'est du plan? Non, c'est les complexes que je veux. L'ensemble des complexes, bien sûr, privés de I, tels que Z sur Z moins I appartiennent à R. Première résolution. Soit Z un complexe privé de I. On pose X sa partie réelle, Y sa partie imaginaire. On calcule
Cette fois-ci, la forme algébrique de z sur z moins u, z moins i. Algébrique de z sur z moins i. Bah, z sur z moins i, ça me fait x plus y, facteur sur x plus y moins i. Je multiplie, enfin ici j'identifie la partie réelle, partie imaginaire. Donc la partie réelle c'est x, la partie imaginaire du dénominateur c'est y moins 1. Et je multiplie par le conjugué. X plus y, facteur de je sais pas quoi, divisé par un nombre au carré plus un nombre au carré. D'accord? Et puis je dis que ce nombre-là est réel si et seulement si sa partie imaginaire est nulle. On résout. Z sur Z moins I appartient à R. C'est équivalent à dire que la partie imaginaire de Z sur Z moins I est nulle. Pardon. Et je la lie grâce à au-dessus. Et vous terminez les calculs. Deuxième résolution. Je commence pareil, enfin juste la première ligne, soit Z un complexe non nul. Et cette fois-ci, je vais dire qu'un nombre est réel si seulement s'il est égal à son conjugué. Donc je résous tout de suite. On résout. Z sur Z moins I appartient à R. C'est équivalent à dire que Z sur Z moins I est égal à son conjugué. Le tout bas. Et maintenant, le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués. Donc c'est équivalent à dire que Z sur Z moins I égale Z bar sur Z moins I bar. Je fais bien attention à conjuguer ceci. Et puis, je multiplie par les dénominateurs. Hein, ça fois, je multiplie par Z moins I des deux côtés, Z moins I bar des deux côtés. Je simplifie, je simplifie. Je continue à résoudre. Je dois obtenir le même résultat qu'au-dessus. Ceci est une autre résolution. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre? Non. Pas sur cet exemple. Sur d'autres, peut-être. Sur d'autres, parfois ce sera celle-là qui est assez, je dirais presque plus souvent. Celle-là sera plus rapide, celle-là sera un petit peu plus lente. Mais là, sur cet exemple, non, il n'y en a pas de meilleur. C'est pour ça que je veux que vous sachiez faire les deux. D'accord? Donc voilà, je vous laisse terminer ça pour la séance, et puis on en parlera s'il y a eu des problèmes. Faire l'exercice 3, on verra ça à la fin de la vidéo. Enfin, une dernière partie sur l'interprétation géométrique. Elle est très importante. Pour moi, à chaque utilisation sur les complexes assez simples, il faut voir géométriquement ce qui se passe. Donc je rappelle la définition du plan, je rappelle les positions, et puis on va voir 2-3 points clés. Donc on y va, je prends le repère. Alors j'ai pris les vecteurs U et V pour pas confondre avec le vecteur I, et non pas OIJ, pour pas confondre le vecteur I avec le complexe petit i. D'accord? Donc j'ai pris le vecteur U ici et V ici. À tout point du plan de coordonnées x, y, on lui associe le complexe x plus y, etc. Donc ici, si j'ai un point M d'affixe Z, son abscisse c'est la partie réelle, son ordonnée c'est la partie imaginaire. Je sais que le module c'est la longueur OM. On verra au cours suivant qu'on va introduire un angle ici. Cet angle-là sera très important, s'appellera l'argument. Très bien. Mais cette interprétation graphique, je peux aussi le faire pour des vecteurs. Si j'ai un vecteur de coordonnées xu plus yv, je peux lui associer son affixe z égale x plus y. Donc si je regarde bien, moi je fais mes axes, mais en gros ils ne me servent à rien. Si je prends le vecteur qui avance de 1, 2, 3 crans et qui monte de 1, ce vecteur u ici, il est de coordonnées 3, 1. Je peux dire que l'affixe de u, c'est
3 plus i. D'accord? Et je fais la même assimilation qu'avec les points. Si j'ai des coordonnées 2, 5, ça correspond au complexe 2 plus 5i. Si j'ai des coordonnées 3, 1, ça correspond au complexe 3 plus i. Alors je fais bien le côté correspond à un vecteur, c'est pas un complexe, mais il peut être représenté par un complexe sans aucun souci. Maintenant, si je prends le vecteur AB, j'ai le point A ici, le point B ici. Je sais que le vecteur AB, si A est de coordonnées xa, YA, et B le coordonnée XB, YB, je sais que le vecteur AB, il est de coordonnées XB moins XA, YB moins YA. Donc si je regarde bien, bah, l'affixe du vecteur AB, ça vaut XB moins XA plus I, YB moins YA. Je réunis les termes en B et les termes en A, ça me fait XB plus I, YB moins XA plus YA. C'est donc l'affixe de B moins l'affixe de A. Tac. Donc en fait, ce qu'on fait sur les deux coordonnées, pour les nombres complexes, on le fait une et une seule fois sur le complexe. L'affixe du vecteur AB est tac, B moins A, c'est tout. Je regarde bien, hein, pour passer du point A au point B. En abscisse, je fais l'abscisse de B moins l'abscisse de A, donc la partie réelle de B moins la partie réelle de A, petit a. Et puis en ordonnée, je fais la partie imaginaire de B moins la partie imaginaire de petit a. Si je combine les deux, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. Ça me donne le complexe B moins le complexe A. Donc l'affixe d'un vecteur, c'est pareil. Et à la place de le faire coordonnée par coordonnée, je le fais une et une seule fois sur les affixes des points. Donc en fait, c'est très très simple à retenir. Et c'est très utile. Hop. Je prends deux points d'affixe A et B. Je cherche le milieu. Si je regarde le milieu, ici j'ai mes deux points. Comment on faisait pour trouver le point milieu? Ben, le point milieu, on disait, s'il était égal à I, on disait que son abscisse, c'était la moyenne des deux abscisses. C'était le milieu des deux abscisses, entre A et B. Et son ordonnée, c'était la moyenne. Donc je sais que le point I, il est de coordonnées XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Mais si je parle en affixe, je fais ça plus I fois ça. Donc en fait, c'est faire exactement la même opération, mais sur les abscisses. Donc son affixe, bah, c'est très simple, c'est l'affixe de A plus l'affixe de B sur 2. Un milieu, en fait, enfin, l'affixe du milieu, bah, c'est la moyenne des affixes. Donc en fait, c'est plus simple encore. J'ai qu'un seul truc. L'affixe de I, c'est A plus B sur 2. Voilà. Je prends deux vecteurs, A et B, d'affixe Z1 et Z2. Dire que A, le vecteur A, c'est deux fois le vecteur B, c'est dire que l'affixe de Z1, c'est deux fois l'affixe de Z2. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est naturel. Si je regarde sur ma feuille, j'ai le vecteur A de coordonnées XA, YA, le vecteur B de coordonnées XB, YB. Tac. Et puis, dire que A égale lambda B, coordonnée par coordonnée, ça veut dire que j'ai XA égale lambda XB et YA égale lambda YB. Bah, si je regarde XA plus YA, ça me fait lambda XB plus YB. Donc ça m'implique que l'affixe du vecteur A, c'est lambda fois l'affixe du vecteur B. Et puis par identification de l'unicité de la partie réelle et imaginaire, je peux avoir l'autre sens, si lambda est réel. Si lambda est complexe, ceci n'a pas de sens. Donc en fait, je sais très rapidement regarder si deux vecteurs sont parallèles, hein. Il suffit qu'il y ait un scalaire lambda tel qu'il y en a un qui est
soit égal à lambda l'autre. Mais bon, ou alors il suffit de faire le quotient, ZA sur ZB, et de montrer que c'est un réel. Facile. Donc en fait, ici, ça permet de faire des calculs complexes et d'avoir tout de suite des milieux, des parallèles. Des parallèles. Exemple 9. Alors l'exemple 9, c'est l'application de ce qu'il y a au-dessus. Ce qui est important, c'est la stratégie au départ. Et pour ce faire, il faut absolument un dessin. Alors le dessin, moi je le fais parfois à main levée. L'idée c'est d'avoir une représentation. Donc j'ai fait 1 plus 2i. Hein, j'ai pas de carreaux. Le mieux c'est d'avoir toujours une feuille à petits carreaux à côté. Mais si vraiment on n'en a pas, on peut au brouillon faire un dessin comme ça. Au propre, on utilise les carreaux. Donc ici j'ai le point A de coordonnées 1 plus 2i. J'ai le point B de coordonnées moins 1 plus i. J'ai le point C de coordonnées moins i. Tac. De coordonnées, pardon, d'affixe. Et je cherche un point B, tel que le A, B, C, D soit un parallélogramme. Tac, tac. Bon, bah, ce serait même un carré. J'ai mal choisi mes points. Mais c'est pas grave. On cherche le point D comme ça. Comment faire? Bah, j'ai deux stratégies. Soit je dis A, B, C, D est un parallélogramme si et seulement si le vecteur AB égale le vecteur DC, ce qui est équivalent à dire que l'affixe du vecteur AC égale l'affixe du vecteur DC. Je repasse au complexe et j'ai fini. Je trouve l'affixe du point D. Ou ABC est un parallélogramme si et seulement si les diagonales ont même milieu. Le milieu de AB, du segment AB, est égal au milieu de C, AB, non pas AB, c'est AC les diagonales, AC et BD. Ce qui est équivalent à dire que l'affixe du milieu de AC égale l'affixe du milieu de BD. Et l'affixe, c'est la moyenne. Donc A plus C sur 2 égale B plus D sur 2. Si A est l'affixe de A, C est l'affixe de C, B est l'affixe de B et D est l'affixe de D. Pourquoi je mets entre parenthèses? Parce que je n'ai pas défini petit a, petit b, petit c. Voilà. Et je peux continuer. Donc j'ai deux façons de faire pour trouver l'affixe du point D là. Et ça va marcher très très simplement. Je vous mets un deuxième exemple, cette fois-ci à finir pour la séance prochaine. J'ai pareil, 4 points, et je veux montrer que les deux droites sont parallèles. Donc parallélisme, ce serait plutôt ça égale ça. Donc faire le quotient de deux abscisses et montrer que c'est réel. Donc c'est très simple et il faut vraiment faire le lien par rapport aux coordonnées. Et ça va très très bien. Voilà. Il me reste quelques propriétés. Celle-là, c'est pareil. Il faut vraiment comprendre ce qui se passe et ça devient, je dirais presque évident. Donc c'est du cours à savoir par cœur, mais en même temps, ça doit devenir naturel. C'est pareil que le théorème de Pythagore. Au départ, c'est du cours à savoir par cœur, et puis ensuite, ça devient tellement naturel qu'il n'y a pas besoin de retenir. Qu'est-ce qui se passe si je conjugue? Donc si j'ai z' qui est égal à z bar, quel est le point représenté par z'? Le point représenté par z', on a dit que c'est la même partie réelle et la partie imaginaire opposée. Donc le point, il va être symétrique ici. Donc M et M' sont symétriques par rapport à X. Sur le cours, vous dessinez le point M'. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si je prends z' et que je lui additionne à chaque fois le même complexe A? Alors j'ai fait un dessin, peut-être qu'il n'est pas très visible. J'ai pris un point M, dont la partie réelle est ici, la partie imaginaire est là. Si je lui additionne le complexe A, à sa partie réelle, j'additionne la partie réelle de A, à sa partie imaginaire, j'additionne la partie imaginaire de A. D'accord? Donc si je le fais sur feuille,
j'ai un point M ici d'affixe Z. Et puis, l'abscisse, je la décale de la partie réelle de A. Donc ici, j'obtiens la partie réelle de A. Et puis, je décale l'ordonnée de la partie imaginaire de A. Ça me fait ça. Et j'arrive ici à M' d'affixe Z plus A. Si je fais la même chose avec un autre point situé, par exemple ici, l'abscisse, je la décale de ça. Donc je prends ici, je la décale encore de la partie réelle de A. Et l'ordonnée, je la descends de la partie imaginaire de A. Donc je la descends. Bon, ici, j'ai pris de 7 à 2,5, de 7 à 2,5. Et celui-là devient celui-là. M d'affixe Z. Alors je vais mettre Z' et Z' plus A. Et si j'en prends un point quelconque ici, il se décale de la partie réelle de A à droite et il descend de la partie imaginaire de A puisqu'elle est négative. Et j'obtiens comme ça. Donc en fait, chaque point du plan, il va redevenir un point ici. Alors ça doit être parallèle. Chaque point ici, tac, il va passer ici. En fait, on se rend compte que si j'ai un dessin comme ça, si j'applique, si ça c'est l'ensemble des Z, si j'applique Z plus A, tac, il va être décalé vers la droite de la partie réelle de A et en bas vers de la partie imaginaire. Donc en fait, j'obtiens une translation. Une translation de quel vecteur? Bah, son abscisse, c'est partie réelle de A. Son ordonnée, c'est partie imaginaire de A. Donc ici, ma partie imaginaire est négative. Donc en fait, son affixe, c'est A. Donc si c'est le cas, tac, je peux rajouter une flèche ici autour du point M'. M', bah, c'est l'image de M par la translation du vecteur U d'affixe A. Et le vecteur U, on le lit, c'est le vecteur MM'. Sur ma feuille, on voit bien, j'aurais dû faire avec des carreaux, que ce vecteur-là, c'est le même que celui-là, qui est le même que celui-là, qui serait le même que... Ouais, bon, celui-là, il n'est pas bien. Celui-là, etc. Donc c'est naturel si on regarde les affixes. Dans le plan d'Argan-Cauchy, le module, je le rappelle, c'est la longueur OM. Si je prends le module donc module de Z, c'est la longueur OM. Si je prends le module de B-A, c'est le module du vecteur AB, donc c'est la norme du vecteur AB, c'est-à-dire la longueur AB. Donc ça, très important, la différence, le module d'une différence de deux affixes, c'est une longueur entre deux points. D'accord? Exemple, tracer l'ensemble des points M d'affixe Z, tels que Z moins I égale 1. Eh bien ça, c'est très très simple. Je l'interprète. Soit c'est l'ensemble des points M d'affixe Z, tels que module de Z moins I égale 1. Ben, je regarde. Ici, j'ai par rapport au cours B moins A. Le B correspondant à Z et le A correspondant à I. D'accord? Donc je vais mettre soit grand A, le point d'affixe I. Je peux le tracer facilement. Si mon unité c'est là, le point A, il est ici, l'affixe petit i. Et dire module de Z moins I égale 1, c'est équivalent à dire le module de Z moins I, c'est le module de l'affixe du vecteur AM égale 1. C'est donc équivalent à dire que la longueur AM égale 1. Je cherche l'ensemble des points M qui sont à une distance 1 de A. Bah, par définition, c'est le cercle de centre A et de rayon 1. Tac. Ouais, bon, petit petit à mon dessin. Tac. C'est celui-là. Ouais. Et voilà. C'est le cercle de centre A et de rayon. Et si vous avez cette gymnastique d'esprit
de toujours penser un module comme une longueur et de regarder géométriquement, eh ben, j'ai pas besoin d'apprendre ça par cœur. Je dois savoir que c'est un cercle, mais parce qu'à la lecture, c'est évident que z, module de z moins i égale 1, c'est dire que la longueur AM égale 1, ou A, c'est ce point-là. D'accord? De même, hein, l'expression d'un disque, c'est pareil. Si je regarde, la définition du disque, du cercle de centre A et de rayon R, c'est l'ensemble des points M tels que la longueur AM égale R. Donc c'est tel que module de Z moins A égale R. Forcément, la longueur AM. Le disque fermé, c'est-à-dire l'intérieur du cercle avec le tour, c'est ceux tels que la longueur soit plus petite que R, tel que module de Z moins A soit inférieur à égal à R. Le disque ouvert, c'est-à-dire l'intérieur sans le tour, bah c'est module de Z moins A strictement plus petit que R. D'accord? Eh bien ça, c'est naturel. Donc je rajoute un exemple. Donc celui-là, c'est l'exemple 11, il sera à faire. Et l'exercice 11, tracé, voilà, c'est à faire. Proposition. Cette proposition-là, il faudra de toute manière la démontrer par le calcul. Moi, je vais vous la faire par, vous la donner par intuition. Mais il faudra de toute manière, à un moment, la faire par le calcul. Donc, proposition 20. Proposition 20, j'ai deux complexes Z et Z'. Le premier, comme ça, partie réelle, partie imaginaire, et le module. Je sais géométriquement que le module de Z, c'est cette longueur-là. Et bien, dans un triangle rectangle, je sais que l'hypoténuse est plus grande que la longueur de chacun des côtés. La longueur ici, c'est valeur absolue de partie réelle, et la longueur ici, c'est valeur absolue de partie imaginaire. Module de Z, c'est toujours plus grand que valeur absolue de partie réelle ou valeur absolue de partie imaginaire. Maintenant, l'inégalité triangulaire, c'est celle que vous connaissez. Si j'ai le point M d'affixe Z et le point... Je ne vais pas faire un parallélogramme. M' d'affixe... Enfin, un parallélogramme, oui, mais pas un losange. M' d'affixe Z'. Tac. Si je regarde le point d'affixe Z plus Z', bah, j'ai dit que c'était une translation de ce point-là par rapport à ce vecteur-là. Donc je fais mon parallélogramme. Tac. À peu près parallèle. 5,5. J'ai le point ici M seconde d'affixe Z plus Z'. Ici, j'ai le module de Z plus Z'. Ici, j'ai la longueur là qui vaut le module de Z. Et ici, ce vecteur-là étant égal à celui-là, ils ont même longueur, c'est-à-dire module de Z'. Donc l'inégalité triangulaire, c'est que module de Z plus Z', c'est inférieur ou égal à module de Z plus module de Z'. Passer la distance la plus courte entre deux points, c'est la ligne droite. Que si je prends un point intermédiaire, c'est plus grand. Quand est-ce qu'il y a égalité? Eh bien, il y a égalité si et seulement si c'est une équivalence. Le point M, il est sur le segment ici au M seconde. Donc j'ai besoin que Z et Z' entre guillemets soient alignés. Et dans le bon sens, si le point M il est de l'autre côté, la distance sera plus grande. Donc si et seulement si, il existe un réel positif tel que Z' égale lambda Z, ou bien l'autre cas, c'est si Z égale 0. Je peux avoir Z égale 0 et Z' quelconque. Donc ça, c'est à savoir et on le démontrera par le calcul. Alors si on a le temps pendant la séance, et sinon, je vous la donnerai en DM, enfin, on se débrouillera. Donc, inégalité triangulaire par cœur. Dans l'inégalité triangulaire, je retiens, j'ai toujours un plus ici. Parce que des fois, vous avez un moins ici, vous voulez mettre un moins ici. C'est toujours plus. Le cas d'égalité est à savoir. C'est au programme. Donc géométriquement, c'est simple, par le calcul, on verra. Hop. Dernier point, avec les multiplications, les divisions, ce qu'on a vu en début d'année, les formules là restent valables. Somme des termes d'une suite géométrique, toujours le cas particulier où la raison vaut 1.
Ça, ce sera super pratique en trigo. Mais comment en trigo? Je vous jure, super pratique. Et on peut factoriser la même factorisation qu'avant. Et on a même la formule du binôme, ça marche aussi avec les complexes. Voilà. Hop. Et c'est tout pour ce cours-ci, qui est quand même un petit peu long. Allez, récapitulatif du cours qu'on a fait. Définition du module. Les deux définitions à savoir ZZ bar, enfin racine de ZZ bar ou racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Interprétation géométrique immédiate. Les petites propriétés. Module du conjugué, c'est le module de Z, c'est un réel positif. Compatibilité du module avec la multiplication et la division, mais surtout pas avec l'addition. L'addition, c'est une égalité triangulaire. Donc la partie réelle imaginaire, c'est compatible avec addition, mais surtout pas multiplication. Et module, on verra argument, c'est compatible avec multiplication et division, mais surtout pas addition. Chacun a sa spécificité. Tout nombre complexe non nul a un inverse. Pour trouver la forme algébrique, je retiens que je multiplie par le conjugué. La forme algébrique de z sur z' multiplie par z' bar en haut et en bas j'obtiens un réel, donc c'est tout simple. Le plan complexe, il faut que je connaisse la fixe des vecteurs, des milieux, une idée du parallélisme. Ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre. En fait, c'est des choses qui doivent devenir naturelles, comme le théorème de Pythagore ou le théorème de Thalès, qui au départ semblent à apprendre par cœur et à la fin deviennent vraiment naturelles à la manipulation. Ou pareil que la somme de deux nombres rationnels. Savoir l'équation d'un disque. Inégalité triangulaire avec interprétation géométrique. La valeur absolue de la partie réelle et de la partie imaginaire sont plus petits que les modules. Et ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire, ici, c'est la deuxième. D'accord? J'ai besoin du cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire que z et z' sont positivement liés. Ouh là là, j'ai oublié ici un plus. Positivement liés. Ou bien que z égale 0. Pour la séance, vous devez finir les exemples 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pourquoi? Parce que c'est des manipulations à savoir faire. Et il faut en faire et en refaire, il n'y a pas de miracle. Cherchez, si vous avez le temps, la preuve de l'inégalité triangulaire par le calcul. Si je ne l'ai pas donné, je ne voulais pas mettre en DS, je voulais mettre en DM. Je ne vous la donnerai pas en DS. Pour la séance, on fera la fin des exercices 1 et 2 avec les quotients. Donc on fera des quotients, on fera la preuve de la proposition 15. Et puis, bon, on peut faire à ce moment-là tous les exercices de 3 à 11. On verra jusqu'où on arrive à les faire.